Donc, l'idée de base, c'est de voir ce qu'on fait avec la conservation de la quantité de mouvement. Vous voyez, j'ai considéré un intervalle vertical. Tu vois l'intervalle vertical? Alors pourquoi je mets un intervalle vertical? C'est parce que quand je suis dans un monde 1D, je voudrais avoir une seule force de volume. Et cette unique force de volume, tu vois ça, c'est la gravité. Donc je l'ai indiqué en vert là. Tu vois ça? Pilou, pilou, pilou. Hein? Tu vois ceci, c'est ma petite gravité, bien sympathique. Hein? C'est la force de volume. Voilà, elle est là la gravité. Ok? Et j'ai, tu vois, mon monde 1D. J'ai fait deux frontières. Une frontière en petit a et une frontière en petit b. Et il y a des forces. Et donc tu as une force de volume qui est la gravité que j'ai mis en vert. Et puis tu as les forces qui s'exercent aux deux extrémités que j'appelle sigma A, sigma B. Sigma, tu retiens bien ça, c'est ce qu'on va appeler bientôt le contraint. Oh là 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 là, le tenseur des contraintes. Ok? Alors fondamentalement, A, c'est une coupure dans un matériau. Tu peux imaginer une poutre, tu peux imaginer une corde, tu peux imaginer des tas de choses. Et c'est la force exercée par le côté extérieur sur l'intervalle AB. Tu vois que la manière dont j'ai indiqué les deux sigma, je comprime l'intervalle. C'est un sigma de compression. Si j'avais dessiné les sigmas dans l'autre sens, pilou, 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 si j'avais dessiné un sigma comme ça, regarde, là, ah non, pas là, là, comme, eh non, ouais, sigma B comme ça, avec un petit intervalle, hein, et maintenant t'imagines que c'est une corde ça, voilà, là tu es en traction, ok, donc tu vois, soit je tire la corde, la taille de traction, soit je comprime la corde, pilou, 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 you follow me, piece of cake, so easy, ok. Bon, si vous avez des questions, comme toujours, je le dis, hein, vous pouvez mettre ça sur le chat. Tant que vous ne posez pas de questions, j'en déduis que c'est piece of cake. Et si c'est piece of cake, we will go forward. Ok? Donc tu vois, alors par convention, on va dire que quand les sigmas sont en compression, ils sont négatifs. Et quand les sigmas sont en traction, ils sont positifs. C'est une convention qu'on a décidée comme ça. On aurait pu lire les sigmas dans l'autre sens. Ok? Mais c'est comme ça, c'est la vie. On a décidé, un jour, les gens ont décidé que les sigmas en traction étaient positifs et les sigmas en compression étaient négatifs. Et la plupart des gens font ça. Bon, je vous dirai un mot un jour à propos des divergents qui ont décidé de faire l'inverse. Mais ça, c'est plus tard, hein, une chose à la fois. On parlera des divergents plus tard. Alors, tu vois que dans mon intervalle, j'ai des molécules, les petits points noirs. Et les petits points noirs, ils ont une certaine masse, mais ils ont aussi une certaine quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est le fait qu'ils bougent ou pas. Ok? Alors, tu vois, j'ai mis un petit point, un petit truc en pointillé, là, pilou, pilou. Tu vois ça, les gamins? Hein? Ben, ça veut dire que je me suis mis à un point matériel, là, en rouge. Hein? Tu vois le point matériel, là. Alors, tu te souviens, parce que je l'ai dit plein de fois et que tu as oublié, c'est que le point matériel, il n'y a pas d'office de matière dedans. C'est un point, comme ça, de l'espace que j'ai dit, et j'ai dit, ça, c'est un point matériel. Et pour définir la masse volumique du point matériel et la quantité de mouvement du point matériel, je prends un intervalle représentatif, tu vois le petit intervalle en rouge, et je prends toute la masse qui est dans l'intervalle, je prends toute la quantité de mouvement qui est dans l'intervalle, je divise ça par la longueur de l'intervalle, si c'est un volume, par le volume représentatif, le volume du volume représentatif. Ouais, c'est compliqué ça, le volume du volume représentatif. Tu vois tout de suite que c'est un peu compliqué. Hein, pour la quantité de mouvement là-dessous, et petite subtilité, tu te souviens, la vitesse du point matériel, je le définis comme le rapport de cette quantité de mouvement locale, plus exactement la densité de quantité de mouvement, divisée par la densité de masse. Et pourquoi je définis la vitesse d'un point matériel de cette manière? Parce que
la moyenne d'un produit n'est pas égale au produit des moyennes. Donc tu vois, j'obtiens les quantités à conserver, la masse, la quantité de mouvement par un processus de moyenne, mais la vitesse du point matériel, elle est définie comme le rapport entre cette densité de quantité de mouvement et cette densité de masse. Après, j'écris l'équation de Newton. Et l'équation de Newton, elle dit quoi? Elle dit que la variation temporelle de la quantité de mouvement est égale à la somme des forces qui s'exercent sur un intervalle. C'est ça, fondamentalement. Ce que j'écris ici, c'est ce que vous avez vu au cours de physique. La dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement est égale à la somme des forces. Attention, il y a un terme qui est le terme de transport qui fait que quand des points matériels quittent le domaine considéré, évidemment, ils prennent avec eux de la quantité de mouvement. Ça, c'est le terme ρ A VA au carré moins ρ B VB au carré. Tu vois tout de suite que les forces, c'est les deux forces au-dessus et en dessous. Tu vois qu'il y a des moins parce que j'ai supposé que quand j'étais en compression, c'était négatif. Et donc, je dois bien mettre des moins. Et puis, j'ai l'intégrale de ρg, la force de volume. Je fais des petites manipulations mathématiques super faciles. Et j'obtiens l'équation du dessous. L'équation du dessous, c'est l'équation locale de bilan de quantité de mouvement. Alors, avec cette équation, ouais, là j'avais fait un petit truc, hein, pourquoi on fait pas ça, tu te souviens, hein, tu te souviens qu'on avait dit ça, hein, donc tu te souviens que on ne fait pas ça parce que la moyenne n'est pas la moyenne. Pilou, j'ai montré ça. Alors tu obtiens quoi in fine? Maintenant tu obtiens deux systèmes d'équations, deux équations, avec trois inconnus. Tu as la conservation de la masse et la conservation de la quantité de mouvement. Les équations, tu les vois, les inconnus, pilou, c'est quoi? C'est ρ, V et sigma. Tu as trois fonctions inconnues. Alors tu vois tout de suite où on arrive au problème. On avait un modèle avec juste un bilan de masse et j'avais deux inconnus ρ et V. Et j'ai dit une équation, deux inconnus, c'est le bordel. Alors tu dis oui, mais il n'y a pas de problème, gamin, on va faire un bilan de quantité de mouvement, ça va me donner une équation supplémentaire. Et tu vois tout de suite la merde qui arrive. J'ai deux équations, mais en écrivant le bilan de la quantité de mouvement, j'ai dû introduire une nouvelle inconnue sigma. Bon, alors, pour faire un peu simple, mais quand même que ça reste relativement compréhensible, on va faire quelques petites manipulations mathématiques sur le transparent. Tu vois, au milieu, j'ai écrit que la dérivée par rapport au temps de ρv plus la dérivée par rapport à x de ρv carré, tu vois, je prends ce terme-là, tout ça, et ça, bidou. Donc j'ai pris le terme-là, et qu'est-ce que je fais? J'ai des dérivés de produits, et je les écris comme des dérivés de produits. Bon, alors le ρv carré, je le coupe en ρv et v, et tu vois apparaître quoi? Rho dv dt plus v dv dt, dv dx. Et tu vois apparaître v fois d rho dt plus, l'équation de la quantité, de la conservation de la masse. Et v dv dx, c'est rien d'autre que la dérivée matérielle. Et donc, ça me permet de réécrire mes deux équations noires sous la forme dite non conservative qui est en bas. Et tu vois, dans la forme non conservative, j'écris des dérivées matérielles. J'écris d'une certaine manière la dérivée matérielle de la vitesse. Et tu te souviens, la dérivée matérielle de la vitesse, c'est l'accélération. Et regarde bien ceci. C'est bien, regarde, ρ A d sigma dx plus ρg. C'est bien, hein? Tu te souviens de ce qu'on avait vu en physique? C'est la loi de Newton. Masse
fois accélération est égal à la somme des forces. Maintenant, le sigma, c'est un truc spécial. Hein. C'est un tenseur des contraintes. C'est les forces quand on coupe la corde en deux entre la force à droite et à gauche. On va revenir là-dessus. Ça va? Alors, tu vois que les deux équations, que ce soit dans le cadre au-dessus à gauche ou dans le cadre en bas à droite, c'est des équations équivalentes. On a simplement fait des petites animations mathématiques faciles, piece of cake, mais il n'y a rien de différent. C'est exactement les mêmes équations. C'est les mêmes équations, il n'y a pas de différence. C'est les équations que tu as écrites, comme ça, tout façon, c'est exactement la même chose. Hein? Alors tu vois que celle du dessus, les gens en général l'appellent la forme conservative et les gens l'appellent la zone en bas, la forme non conservative. Ça, c'est pas moi qui choisis. C'est franchement débile profond, mais c'est comme ça, tout le monde fait ça. Et donc quand tout le monde fait ça, tu es obligé de faire comme tout le monde. Parce que moi j'essaye la mécanique que tout le monde fait. Alors pourquoi on appelle ça la forme conservative et non conservative? C'est quand tu fais des résolutions numériques, c'est plus intelligent en général d'utiliser la forme conservative que la forme non conservative. Mais tant que je les écris comme ça, sous forme analytique, elles sont strictement équivalentes. Tu vois, j'ai fait des mathématiques standards, il n'y a absolument aucune arnaque. Ces équations, c'est la même équation écrite de manière différente. C'est comme quand tu écrivais un bilou, un x plus 4 est égal à 0, ou que tu écrivais x est égal à moins 4. Ces deux équations sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Mais ici, on dit que quand on l'écrit d'une forme ou d'une autre, la forme est différente. Okay? Alors, tu vois que j'ai fait des petits dessins. Pour la forme conservative, c'est ce que tu obtiens naturellement quand tu considères un intervalle eulérien avec des frontières qui ne bougent pas. Et les formes non conservatives avec des dérivés matériels, c'est quand tu considères un objet matériel, quoi. Hein? Quand tu considères Castor, et que tu dis que Castor est un objet matériel, et tu vois que le volume de Castor, en fonction que je lui applique des forces, il a mal à Castor, et hein, quand je lui tape comme ça, il reçoit des forces, et il a mal, il se déforme, et tout ça. Ça, c'est un volume matériel. Ok? Et tu vois tout de suite qu'il n'y a pas de point matériel qui quitte Castor, sauf si vraiment je deviens très sauvage avec Castor, mais quand Castor reste un seul Castor, hein, et donc il n'y a pas de transfert de point matériel de Castor qui entraîne de la quantité de mouvement. Donc tu vois, tu n'as pas ce terme dx rho v, ce qui passe par les frontières. Ok? You follow me? Pas de questions? Alors, on a fait tout ça, tu vois qu'il mord une équation pour pouvoir résoudre le système. Et ça, évidemment, ça va être l'étape suivante, introduire une équation de conservation pour clôturer le système. Bon, alors ça c'est une première étape qu'on a fait, vous avez compris ça, on va vérifier si vous avez tout capté.